Je disais, est-ce que tu as trouvé le détachement de te dire, bon, les gens, de toute façon, ils ne changeront pas d'avis. Je fais ça à titre, pour ceux qui auront plus de curiosité, ça peut les aider à prendre conscience dans une vision historique de la réalité du monde, pour s'en sortir. Oui, alors justement, en fait, dans cette mission que j'ai, il y a deux choses. Il y a l'aspect collectif et l'aspect individuel. Et c'est la réunion des deux qui fait que je continue. Collectivement parlant, je m'adresse pas à mes contemporains qui ne veulent pas entendre, parce que là, pour l'instant, l'esprit n'y est pas. Les gens, je le dis toujours, hein, depuis 25 ans, voire 30 ans, tant que les supermarchés seront achalandés, les pompes à essence pleines et les portables en fonctionnement, aucune révolution ne sera possible. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire, mais je laisse des messages pour la suite. C'est-à-dire que pour moi, j'espère que la société va s'effondrer. Alors j'espère que ce ne sera pas trop dur, mais enfin bon, ça risque d'être dur quand même. Et quand une société s'effondre, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que toujours les croyances qu'imposait la société qui vient de s'effondrer sont rejetées. Elles sont rejetées en motif que les gens en ont assez, la société s'est effondrée, et donc tout ce que la société a imposé, ça va être rejeté. Et je pense que lorsque cette société-là, que nous vivons aujourd'hui, se sera effondrée, les gens diront, tiens, cette société, elle était très anti-révisionniste. Et à ce moment-là, les gens diront, non, mais l'histoire écrite par les vainqueurs de 1945, ça devait sûrement être de la daube, ça devait être faux. Et à ce moment-là, des gens diront, oui, il y avait des gens qui le disaient. Et à ce moment-là, les gens ressortiront. C'est-à-dire qu'ils ressortiront les livres révisionnistes en disant, regardez, des gens combattaient déjà au XXe siècle, au XXIe siècle. C'est-à-dire que les arguments révisionnistes ne seront pas acceptés après étude. Des gens qui auront dit, attendez, je vais supposer. Non, non. C'est quand la société se sera effondrée, des gens, même sans lire, ils diront, ouais, ils avaient raison. Et à ce moment-là, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y aura tout le travail qu'on a fait. Et parmi tous les travaux qu'on a fait, il y aura les miens. Ça, c'est la vision collective. Alors, c'est une vision, naturellement, qui est à moyen terme ou à long terme. Je ne le verrai certainement pas. Pourquoi ça ne me dérange pas? Ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que moi, justement, j'ai une vision spiritualiste de l'homme et je pense que dans chaque incarnation, on doit effectuer une mission pour se bonifier. Pour se bonifier, pour aller, pour rejoindre petit à petit l'unité, ce que les gens appelleraient Dieu, ce que moi j'appelle l'unité. Et dans cette vie-là, j'avais pour mission de, de propager le révisionnisme, et c'est cette mission qui m'a fait rencontrer des épreuves. Et ces épreuves, face à une épreuve, soit vous ne la surmontez pas et vous sombrez dans le nihilisme, soit vous la surmontez et vous vous améliorez. Et c'est cette mission qui m'a fait connaître les épreuves qui m'ont permis de me bonifier. Donc, vous voyez, il y a en même temps une, un souci d'idéal collectif. J'agis pour la collectivité, mais j'agis pour la collectivité parce qu'en même temps, j'agis pour moi, pour mon destin personnel. Et c'est la rencontre des deux qui fait que c'est ni, je ne peux pas dire, je me sacrifie pour les autres et moi, eh ben, je m'oublie. Non, c'est pas vraiment ça. Quand je dis mon destin n'a pas d'importance, c'est sur Terre. Mais mon destin dans l'autre réalité a énormément d'importance pour moi. Et je pense que lorsqu'on décède, la première chose qu'on va nous demander, c'est avez-vous accompli votre mission? Et en général, si vous l'avez accompli, c'est que vous aimiez ce que vous faisiez, vous aimiez les autres. Et ça va être la première question qu'on va vous poser. Voilà. Enfin, on ne vous la posera même pas, c'est vous qui répondrez à cette question. Voilà, une fois que votre âme sera détachée. Voilà pourquoi je continue. C'est ma vision des choses qui fait que je continue à être révisionniste malgré tout. Et individuellement, tout ce que tu as vécu, euh, tu penses que si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu, tu n'aurais pas pris la dimension, tu n'aurais pas pu t'élever peut-être au niveau moral et spirituel à la même hauteur? Tout à fait. Je pense que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je me serais pas amélioré. Et je vais vous donner un exemple personnel, hein. Euh, j'ai été séparé de mes enfants, pas de mon fils aîné. J'ai toujours eu des contacts avec mon fils aîné. On est très proches tous les deux. Mais mes autres enfants, j'en étais séparé, puisque j'ai eu 8 enfants, hein, du fait que j'ai quitté mon épouse. Euh, et il y en a qui sont revenus maintenant, et on a des contacts ensemble. Et le quatrième, quand il est revenu, il m'a écrit une première fois. Et je lui ai dit, tu sais, attends, pardon, tu sais, euh, le papa que tu vas retrouver n'est pas le papa qui t'a quitté il y a, je sais pas, il y avait une dizaine d'années. Et il m'a répondu, oui, je le sais, parce que mon fils aîné me l'a dit, papa est devenu beaucoup plus gentil, beaucoup plus compréhensif, beaucoup plus patient qu'il ne l'était avant. Et c'est ce jour-là, ça m'a beaucoup ému. J'ai dit, tiens, j'ai donc réussi ma vie. Parce que personnellement, je me suis amélioré. Et c'est vrai.
Avant, j'étais beaucoup plus cassant, j'étais beaucoup plus cynique. Mais tout ça, ce sont les épreuves que j'ai vécues, qui m'ont appris la patience, la non-violence, comprendre l'autre, etc. Voilà. C'est grâce au révisionnisme. Alors, il m'a fallu des chocs assez grands. Il y a peut-être des gens qui progressent avec des chocs plus petits. Mais moi, je partais peut-être avec un karma plus lourd et je devais l'épurer plus difficilement. Donc voilà, oui. Donc je pense que, et ceux qui m'ont connu il y a 20 ans et ceux qui me connaissent aujourd'hui, oui, ils le savent. Je suis pas la même personne. Je suis plus la même personne. Parce Voilà. qu'au départ, tu étais plus violent et plus provocateur. J'ai été très provocateur, j'ai été très cynique, j'ai été très ironique avec les gens. Alors, des fois, ces côtés peuvent ressortir accidentellement, mais beaucoup moins maintenant, beaucoup moins. Mais dans le temps, oui, j'étais très ironique, très méprisant. Et d'ailleurs, je le dis franchement, j'ai commis beaucoup d'erreurs avec mon épouse. Hein. Je suis responsable de l'échec de mon mariage. Enfin, je porte une responsabilité qui n'est pas des moindres hein, dans cet échec. Je n'ai pas été à des moments l'époux qu'il aurait fallu. Hein. Je veux dire, voilà. Est-ce que, Et je l'avoue, ça. est-ce que cette immaturité t'a coûté aussi certains procès en dehors? Bien sûr, Parce que tu as des procès que tu peux avoir alors que tu es honnête et que tu es détaché, mais que simplement la société n'est pas prête à l'entendre, si tu veux, ou n'a pas le niveau de tolérance ou de respect des droits pour le tolérer. Mais tu as des procès que tu peux avoir parce que tu as délibérément, par ton immaturité, provoqué le procès, tu vois ce que je ben, veux dire? comme j'ai dit au début, nous avons provoqué parce qu'on pensait que par la justice, on pourrait obtenir le débat. Donc, il est évident qu'au début, ces procès, je les ai provoqués. Maintenant, moi, je ne les provoque plus. J'ai essayé de les éviter parce que ça se termine grave. Ça se termine toujours tragiquement. Enfin, tragiquement, je m'entends. Mais bon, c'est dans l'ordre des choses, quoi. Mais oui, au début, non, c'est pour ça que il- je pense que il faut jamais mettre la faute sur les autres. Avant de, c'est ce que disait Lanza Del Vasto, qui était un compagnon de Gandhi. Il racontait que quand il y avait une querelle avec des gens, Gandhi disait toujours à ses partisans, commencez par vous dire honnêtement quelle est ma faute dans cette querelle qui s'engage. Quelle responsabilité je porte. Et ça, c'est un enseignement qui a vraiment changé ma vie. Vraiment changé ma vie, c'est au lieu de dire, voilà, je fais face à des pervers, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie intime, dans la vie politique, me dire, mais finalement, quelle responsabilité j'ai dans ce qui s'est passé. Quelle responsabilité j'ai. Et ça vous permet de grandir, de comprendre et d'avancer avec courage. Parce que, effectivement, tu parlais du détachement par rapport au matériel, mais tu as le détachement par rapport aux gens. C'est-à-dire, finalement, il y a des gens qui n'ont pas cette faculté, qui veulent convaincre les autres et qui imposent leur volonté. Le détachement, c'est aussi de dire, bah, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je fais ma vie. Exactement, Je ne vais pas essayer de les convaincre de force, de toute façon. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur niveau, puis point barre. exactement. Mon colocataire est un athée, il est athée, il est transhumaniste, matérialiste, pro-science. Donc, on est à l'opposé du spectre idéologique et on ne se dispute jamais. On ne se dispute jamais parce qu'on ne veut pas convaincre l'autre. Alors, on est très amis. Alors, on n'a pas les mêmes horaires, mais je veux dire, moi, je suis du matin, lui, il est du soir. Mais quand il y en a un qui arrive dans la cuisine pour prendre un café, l'autre vient toujours. Et on peut parler 1 heure autour de la table. On s'échange nos arguments, mais personne ne veut convaincre l'autre. Tout le monde dit, de toute façon, je ne peux pas convaincre parce que je n'ai pas de preuves. Et donc, ça fait que, eh ben voilà, il y a un détachement, il y a une amitié qui se forme. Et je pense que mes enfants, c'était pareil. Tous mes garçons, en tous les cas, disent papa a raison. Il y en a qui sont des militants, qui me soutiennent, et puis il y en a qui s'en moquent. Ils ont, Mais tous, ils ont changé maintenant, ils sont plus accommodants, hein. tous disent papa a raison sur le révisionnisme. Hein. Pourquoi? Et parce que je ne les ai pas fait suer avec ça. Quand je descendais de mon bureau, je faisais des jeux avec eux qui étaient des jeux de leur âge, j'avais des conversations de leur âge, et jamais ils n'ont senti une pression. Jamais ils n'ont senti une pression. Mon fils aîné, plus tard, m'a dit, papa, j'ai lu tes livres et j'ai été convaincu. Ah, j'ai dit, très bien, mon fils. Ben, voilà, si tu veux me soutenir, tu peux me soutenir. Il me soutient dans mon combat. C'est- Mais c'est- Tout ça, c'est voilà. resté. Parce que on avait fait une interview, tu m'avais dit, tu avais des gamins, ils s'étaient remontés contre toi, quoi.
Oui, il y en a qui. Alors, attention, pendant un moment, quand ils étaient plus jeunes, j'ai dit que je n'avais pas de contact avec eux, parce que c'était pour les protéger. J'avais déjà des contacts. Mais maintenant qu'ils sont adultes, qu'ils ont fait leur vie, je peux le dire. Il y en a encore une fois qui disent papa a raison, mais ils s'en moquent, c'est pas leur combat du tout. Et je leur en veux absolument pas. On s'entend très bien. Et puis il y en a qui sont plus militants. Voilà. Mais c'est parce que je n'ai pas. Il y a un détachement, voilà. Vous voulez croire? C'est comme avec des gens qui croient que la Terre est plate, par exemple. Moi, j'y crois pas. Je crois qu'elle est ronde. Bon, je me trompe peut-être, mais vous voulez croire que la Terre est plate? Croyez que la Terre est plate. Moi, ça me dérange pas. Vous voulez croire que les hommes sont pas allés sur la Lune? Oui, ben, peut-être. Je sais pas. Moi, j'ai pas étudié le sujet. Voilà. Voilà. Vous voulez croire que les chambres à gaz ont existé? Bon, croyez que les chambres à gaz ont existé. L'important, c'est de mener sa vie. C'est de faire son combat. Voilà. Donc après. Le procès qui a lieu là, le 26, ça se passera où, tu as dit? Enfin, c'est pas un procès, c'est la comparution devant le juge d'application des peines. Ça, c'est pas public, ça. Je veux dire, Tu as des c'est gens qui pas vont se public. déplacer pour te soutenir ou il y a des gens sur place qui peuvent, si tu as peut-être une annonce à faire, si les gens veulent se déplacer pour te Ah soutenir? bah, si les gens veulent me voir à la fin, oui, mais le problème, c'est que je sais pas combien de temps ça va durer. Alors, moi, je crois plutôt que je mettrai une annonce, parce que je pense que je serai en liberté le 26 au soir. Je mettrai une annonce le 26 au soir sur comment ça s'est passé, où ça en est. Et après, si des gens veulent faire, par exemple, à Paris, un rendez-vous collectif, on fera quelque chose comme ça, par exemple. Ça se passe à Paris alors. Ah, ça se passe à Paris, ce sera au tribunal judiciaire de Paris, qui est porte de Clichy aujourd'hui. Porte de Clichy, d'accord. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter? Depuis que tu es sorti de prison là, en 2024, tu as un peu plus saisi l'actualité, tu t'es intéressé un peu au développement de ce qui se passait en géopolitique dans le monde. Est-ce que tu as un avis sur le truc ou tu es resté vraiment dans ta bulle et dans ton travail? Non, je suis resté dans ce que je fais, même si non, je m'intéresse, il y a des choses de l'actualité auxquelles je m'intéresse, mais non, jamais assez pour pouvoir donner un avis éclairé. Ouais, Euh, voilà. Non, c'est-à-dire que par exemple sur le conflit russe-Ukraine, j'ai pas dit, je reste neutre, c'est compliqué. En fait, le révisionnisme m'a appris à dire que tant qu'on n'a pas étudié un dossier, faut mieux pas il en est parler. extrêmement, voilà, je veux dire, on peut je donne souvent l'exemple suivant, et peut-être qu'on en terminera là, mais vous voyez, vous savez que par exemple, dans les, dans les circuits en général, surtout pour les immeubles, dans les circuits dans les sorties de secours, parfois, vous avez des plots le long du chemin. Si vous voyez ça et que vous ne connaissez pas, vous allez dire, mais ils empêchent les gens d'avancer alors que c'est une sortie de secours. Ça veut dire qu'il y a un complot là. Ils veulent pas nous. C'est pas du tout ça en fait. Et même des fois, le circuit, il est un peu. Il y a des chicanes. Parce que on sait très bien, il y a une chose. Souvent, la sortie de secours est petite. Et le couloir est beaucoup plus grand. Ce qui fait que les gens vont arriver vers la sortie, mais là, il va y avoir un goulot d'étranglement. Ça va faire un embouteillage. Or, on sait que quand il y a une évacuation d'immeuble, si les gens piétinent, c'est là que les gens commencent à paniquer. Il faut impérativement que les gens bougent en permanence. Donc, on préfère, si la porte est trop petite, si on ne peut pas faire plus large, on préfère faire un chemin qui va faire des tours aux gens pour que les gens puissent s'écouler lentement et que les gens puissent toujours marcher. Deuxièmement, pourquoi devant les portes de sortie, des fois, il y a des plots? On va dire, mais c'est débile. Non. Parce que si les gens se précipitent sur la porte de sortie et que la porte de sortie a un petit goulot d'étranglement, ça forme des arceaux de gens et les gens sont comprimés les uns contre les autres. Et les forces sont tellement énormes qu'on peut en mourir étouffé. C'est ce qui se passe des fois. Les gens meurent étouffés parce qu'ils sont comprimés, ça fait des arceaux. Et quand on voit des simulateurs de foule, on voit bien. Les gens poussent et plus ils poussent, plus l'arceau les comprime. Et donc, on comprime leur cage thoracique et ils peuvent mourir étouffés. Pour éviter cela, on met des plots, justement. Comme ça, il n'y a pas d'arceaux qui peuvent se former parce qu'il y a des plots où les gens ne peuvent pas faire un arceau. Voilà. Et donc, ces plots qui ont l'air de gêner l'écoulement, en fait, sont là, au contraire, pour faciliter, pour fluidifier et pour éviter cette formation d'arceaux. Or, si vous ne connaissez pas ça, vous allez vous dire, ils ont mis des plots. Le jour de l'évacuation, ils veulent qu'on évacue mal. Il y a un complot contre nous. Mais non, pas du tout. Et il y a beaucoup de faits techniques. Quand vous connaissez la technique,
des choses que vous ne pouvez pas expliquer si vous ne connaissez pas le dossier technique. Ça va vous paraître complètement bizarre, mais un technicien va vous dire, mais non, absolument pas, c'est pas bizarre. Ça se passe comme ça. Et en sciences, moi, j'ai fait des sciences à un niveau respectable, je ne dis pas à très haut niveau, mais enfin, je suis comme ingénieur chimiste. Je connais des trucs où, si on ne les connaît pas, on va croire voir des choses, mais en fait, quand on connaît, non, non, on dit mais non, c'est tout à fait naturel, c'est pas des calculs, etc., etc. Donc, ça m'a appris à être très humble. Quand je ne connais pas un dossier, je peux des fois émettre une opinion, dire tiens, ça me paraît bizarre, mais je ne vais pas dire ah, mais tu savais ça, non. Hein, l'histoire de la ceinture de Van Allen, les gens qui disent non, on ne peut pas passer la ceinture de Van Allen, mais c'est faux, on peut la passer. Je veux dire, c'est une ceinture radioactive, mais il y a deux ceintures d'abord, mais on peut la passer. Alors, je ne dis pas, mais les gens qui disent non, c'est faux, méfiez-vous. Si vous n'avez pas étudié la science, méfiez-vous. Voilà ce que je dis. Donc, moi, je suis très humble. Quand je n'ai pas étudié un dossier, Et je me prononce pas. tu n'as pas de curiosité en dehors de ta ligne. Ben, en fait, ma ligne me prend tellement de temps. Ma ligne me prend tellement de temps que j'ai pas le temps de m'intéresser à autre chose. Par exemple, j'ai rien que l'affaire d'Oradour, par exemple. Ça m'a forcé à m'intéresser aux incendies, à la résistance des matériaux. J'avais étudié ça dans mes études de chimie, mais j'ai été beaucoup plus loin. Là, par exemple, dans ma conférence, à cause des histoires d'avortement, etc., ça me pousse à m'intéresser à l'avortement dans les siècles précédents. Et je lis énormément de choses, ce qui fait que je découvre énormément de choses sur plein de sujets. Il y a des gens des fois qui disent Renoir est une encyclopédie vivante. Je le mérite pas cet éloge. Je ne suis pas une encyclopédie vivante. Mais il est vrai que mes enquêtes m'ont poussé à étudier des tas de sujets différents. Et c'est pour ça que je peux des fois m'exprimer sur des sujets de sociologie très, très différents. Voyez-vous, je prends l'exemple de l'avortement. Ça m'a mené à étudier par exemple, comment les infirmières dans les années 20 ou même dans les années 1900 faisaient des annonces. Parce que les avorteuses, elles ne pouvaient pas dire je suis une infirmière avorteuse. Alors il y avait des codes. Et j'ai lu des tas de journaux pour retrouver ces codes. Et c'était très intéressant. Par exemple, c'était infirmière, problème féminin, près des gares. Alors pourquoi près des gares? Ça paraît débile. Parce que ça voulait dire madame qui habitait la province, parce que ça se faisait surtout à Paris. Je suis près de la gare Saint-Lazare. Donc vous arrivez gare Saint-Lazare, je suis à 2 rues, je vous fais votre affaire. Vous arrivez le matin, vous prenez le train à 8 heures, vous arrivez à 11 heures. Je vous fais votre affaire. À midi, vous ressortez, vous reprenez le train à 2 heures, vous êtes à 5 heures chez vous. Et vous pouvez et votre visite à Paris est pratiquement pas vue. Hein. Ou alors il y avait un autre genre d'annonce près des grands magasins. Pourquoi? Ça voulait dire, madame, vous venez, vous allez d'abord au grand magasin, vous faites des emplettes, je vous fais votre affaire, vous rentrez le soir ou le lendemain matin et vous rentrez couverte de paquets. Vous dites, j'ai été à Paris acheter ça, ça, ça. Et donc, il y avait des codes. Et tout ça, je me suis intéressé. Et on découvre des tas de trucs vachement intéressants, si vous voulez. Et donc, ça m'a amené à faire tellement d'études sur tellement de sujets que ben, c'est vrai que l'actualité, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle de l'actualité. Voilà. Je parle plutôt des choses passées que j'ai étudiées. Voilà. Et donc, j'ai étudié pas mal de choses. Ça m'a amené à acquérir une certaine culture sur le passé. Mais encore une fois, il y a énormément de choses que j'ignore. Et pour conclure, parce que je vois que on a quand même passé pas mal de temps, on peut quand même en plus apprendre des choses à chaque fois, parce que souviens-toi, là, on s'était posé la question, est-ce qu'Adolf Hitler défendrait les Palestiniens? Et en fait, on a retrouvé, je te l'ai envoyé, un Oui, discours d'Adolf Hitler qui défendait les Palestiniens en disant qu'ils étaient massacrés à l'époque par les colons juifs, oui, pas tués par l'armée britannique, et que ni Churchill ni Roosevelt ne débattaient de ça au point de vue international et qu'ils trouvaient ça curieux. Et oui, oui. le plus, après, je ne sais pas comment les gens analysent ça, le plus hallucinant dans ce discours, c'est qu'il disait, je ne laisserai pas les minorités allemandes de Pologne devenir les Palestiniens de la géographie, enfin de l'endroit, si tu veux. C'est quand même curieux parce que quand on regarde l'actualité, on se dit les populations sont de plus en plus traitées comme des Palestiniens Ah oui, oui, aujourd'hui. oui, c'est sûr. Il y avait une préscience chez lui, oui, oui. Non, c'est pour ça que,
Bon, étudier l'histoire, ça amène à faire énormément de choses et à faire quand même des liens avec le présent. Mais voilà, je veux dire. Et puis voilà, je sais que très souvent, quand on étudie le présent, on n'a pas toutes les pièces du dossier. On n'a que ce que veulent dire les médias. Et donc, c'est pour ça que je me méfie. Même si après, je pense qu'il y a des gens qui analysent très bien les choses. Mais c'est pas mon truc. Voilà. D'autant que tu es dans l'univers égalité-réconciliation, si j'ai bien compris, tu fais quand même les festivals et puis des Oui, entretiens. j'ai pas été invité là, c'était, mais normalement, oui, je suis là, oui, oui, oui. Et puis il y a des gens. Mais j'apporte une touche un peu différente, quoi. Voilà. Je suis respecté là-bas, mais Ah oui, les gens te respectent, ça va, il y a une bonne. ah oui, 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 oui. Il y a pas de, je suis pas adhérent ni rien. J'ai pas de contact personnel avec Alain Soral, j'en ai jamais eu, mais voilà, voilà. D'accord. Parce que, bon, je t'embête pas plus, hein, mais le fait que tu connaisses un peu mieux le passé, moi, je trouve que c'est un plus pour comprendre l'actualité contemporaine, parce que quand je vois la masse de gens paumés qui croient qu'aujourd'hui, ce qu'on disait l'autre fois dans la dernière interview, que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une dictature, le retour d'Adolf Hitler, alors que c'est la conséquence de la défaite des nationalistes quand même de l'époque. J'allais dire, ça te donne un relief supplémentaire pour appréhender Oui, l'actualité contemporaine. ah ben bien sûr. Et je pense que c'est pour ça qu'il cadenasse l'histoire. Parce que qui connaît le présent, enfin, qui possède le passé, possède le futur. C'était dans George Orwell en 1984, hein. Il est évident. Ils cadenassent l'histoire parce qu'eux, ils ont bien compris que l'histoire, c'est la mémoire qui modèle le futur. Bien sûr, bien sûr. Donc, des fois, ce que j'apprends du passé m'entraîne, enfin, me permet de comprendre certaines choses du présent, mais me permet surtout de comprendre que il faut se méfier avant, voilà, il faut se méfier des apparences et qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et voilà. Et donc, Voilà. c'est une conclusion parfaite parce que c'est tout l'intérêt de ce qu'on appelle le révisionnisme, que je trouve un terme pessimiste, mais le travail sur l'histoire est central du coup, puisque si vous trafiquez le narratif, vous justifiez d'établir peut-être une économie de l'imposture. Or, si Ah ben, bien sûr. vous rétablissez la vérité, peut-être que vous pouvez résoudre aussi les problèmes. Ah, moi, je pense. Je pense que et je pense que la société qui, après, de l'après-effondrement, sera une société qui s'intéressera à notre histoire, qui repartira pas de zéro, Elle n'aura mais pas le qui, choix. justement, Elle n'aura avec pas le choix. l'histoire, Elle comment? n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix. Non, non, c'est évident que ils disent souvent ceux qui oublient le passé est condamné à le revivre. Et moi, je dis, ouais, ceux à qui on imprime un faux passé sont condamnés à être esclaves. Il faut connaître son passé pour être vraiment soit dans le présent et dans le futur. Voilà. Qui rend ton travail primordial. Voilà ce qui rend mon travail important. C'est une pierre. Il n'y a pas que celui-là. Il y a beaucoup d'autres gens qui apportent des choses très importantes, mais le révisionnisme apporte, c'est une pierre importante, oui, dans le monument de ce qu'on appelle la dissidence. Eh ben voilà, on a terminé cette discussion, cet entretien. Euh, je te souhaite d'avoir le moins de peine possible, d'avoir le plus de facilité, et Hmm. puis ben, j'espère que tu surmonteras ça sans problème, comme dans le passé. J'espère aussi. J'ai confiance. Ben, merci de m'avoir invité, Boris, et puis à une prochaine fois.